Oser. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Cette citation-là, tout droit sortie du 19e siècle, nous vient du philosophe danois Søren Kierkegaard. Ce que notre ami danois nous dit, c'est donc que l'audace et la prise de risque sont essentielles pour vivre une vie authentique et épanouissante. Et ce qu'il y a de fantastique là-dedans, c'est que l'audace peut prendre différentes formes pour chacune et chacun d'entre nous. Pour certaines personnes, oser, c'est faire preuve d'innovation. Pour d'autres, c'est avoir de l'aplomb. Il y en a pour qui l'audace réside dans l'originalité, la marge, l'extravagance. D'autres qui ne se sentent eux-mêmes ou elles-mêmes que dans l'irrévérence. Pour d'autres, ça peut se manifester comme une témérité sans borne. Et parfois, c'est aussi un fin mélange de tout ça. Mais surtout, il n'y a pas de formule magique ni de recette miracle. Il faut trouver notre propre chemin et à tous les jours, trouver la force de réaffirmer notre choix. C'est toute la beauté et la complexité de la liberté humaine. Elle est immense et grandiose et pour la vivre pleinement, elle réclame notre responsabilité et notre implication les plus totales, les plus engagées. Comme on dit par chez nous, ayez l'audace de vos idées parce que qui n'ose rien n'a rien. Aujourd'hui, je vous propose d'oser découvrir quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mon rêve d'enfant était d'écrire un livre et de le publier. Je pense que j'ai commencé à 15 ans à écrire dans des petits carnets des phrases, des pensées, puis c'est ça, j'accumulais ça. Moi, j'ai fait mes études en psychosociologie, donc j'ai travaillé auprès des jeunes en rupture scolaire. Dans l'accompagnement que je faisais avec eux, je leur insufflais un peu le désir de suivre leur pulsion, leur envie, de sortir de Gaspé, d'aller à l'école, d'aller voir d'autres horizons. Puis je me disais, tu sais, je peux pas faire ce travail-là auprès d'eux, mais pas écouter, tu sais. Je me sentais comme une certaine de responsabilité d'incarner ce que je disais. Fait que je me suis dit, bon, là, c'est le moment, je vais avoir 30 ans, faut que je m'affirme. Moi, dans l'album de finissant de secondaire 5, c'était écrit que je voulais être écrivain, là. Tu sais, elle est passée où, cette fille-là? Fallait que je me forme à comment on ouvre une maison d'édition. Quelques mois plus tard, en 2014, j'ai lancé ma maison d'édition en même temps que mon premier roman, La fille de coin du pain. Je m'appelle Marie-Ève Trudel-Vibert. Je suis autrice, éditrice et scénariste en devenir. Je vous présente Kim. Je l'ai reçue quand j'avais 1 an. Kim, ça a été comme une amie, une confidente, une sœur. Les vêtements qu'elle porte, c'est des vêtements que j'ai portés moi-même quand j'avais 1 an. J'ai des photos à l'appui. Je jouais très, très fort avec Kim, tellement que je l'aimais. Toutes mes photos d'enfance, j'ai des yeux au beurre noir là, grâce à ma Kim. C'est pas touche à Kim. C'est vraiment... J'ai une relation très fusionnelle avec Kim. Elle a fait dodo avec moi jusqu'à l'université. Jusqu'à temps que Gilles, mon mari, entre dans ma vie. Là, à l'université, il a fallu que... C'est ça, qu'elle sorte de mon lit. Je l'ai mis dans ma bibliothèque. Mais elle était toujours là. Aujourd'hui, c'est ma fille qui l'appelle Kimou puis qui s'en occupe. Donc... j'essaie de m'en détacher un peu. Et Kim, elle va faire partie du film. Quand j'écrivais mon livre, je le voyais, puis je l'entendais. Puis je me dis, ben là, ça, c'est du cinéma. La fille de coin du banc, c'est l'histoire de Marine Arbour qui, à l'âge de 19 ans, tombe enceinte. Ça se déroule en 83. Le droit à l'avortement, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, donc c'est pas possible pour elle de se faire avorter. Marine, c'était pas ça, c'était vraiment un accident. Elle se voyait partir à Montréal, faire des études, voyager avec son amie Catherine. Mais là, ben, elle doit faire face à la musique. Elle finit par accoucher comme il se doit. Et là, elle tombe dans un solide postpartum qui va durer des années parce que c'est pas simple s'en sortir. On a tendance à prendre bien soin du bébé. Puis la femme est souvent, tu sais, laissée pour compte, mais il se passe des choses. Dans le corps, hormonalement, il se passe beaucoup de choses. Il faut prendre soin du bébé, on dort pas beaucoup. L'allaitement, c'est très difficile. On devient mère en ayant un enfant
on a un autre rôle pour lequel on n'a pas du tout été outillés, là, tu sais. Puis on apprend à le jouer comme sur le tas. Tu sais, nos grands-mères avaient 10 enfants, là, il n'y avait pas le temps de tomber au combat, là, fait qu'on n'en parlait pas de ça. Puis aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus. Ma mère est tombée enceinte de moi à 19 ans, par accident. C'est des thèmes qui m'habitent, la maternité. Le fait que... Moi, ça a été tellement long avant de tomber enceinte de ma fille, tu sais. Puis ma mère, elle l'a pas demandé à ce que je vienne au monde, à ce que j'arrive, puis c'est arrivé. Puis je trouve ça assez fascinant, ce phénomène-là. C'est vraiment un sujet qui m'habite. La Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil, on a eu cette idée-là le 1er janvier 2011. Mon amie Karen et moi, elle venait tout juste de se baigner dans la mer, là, à côté du rocher, le quai. Puis l'idée, c'était vraiment juste de dire, on fait un rituel, là, c'est le 1er janvier, on se lave de l'année qui vient de passer, puis go, tu sais, on accepte celle qui arrive. Je sens en tout cas, moi, il faudrait qu'on me paye pour me saucer. Elle a dit, c'est une bonne idée. OK, bien, si on se fait payer, tu sais, pour verser des sous à un organisme, puis là, bien, la première année, on était 20 sauceurs. Puis on est allé chercher comme 5 000 $. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est une centaine, puis on lève 130 000 pour une édition. C'est pour la cause, pour les enfants malades. Fait qu'en 11 éditions, on a remis un demi-million à Opération Enfant Soleil. Oser, c'est devenu mon moteur. C'est ce que je fais chaque jour. Puis si je le fais pas, je me demande vraiment ce que je suis en train de faire. Lancer une maison d'édition, autant que c'était original puis bien vu, autant que c'était on ne donnera pas une scène pour ça. Donc oui, j'ai osé dès le départ. Les murs, je les ai fracassés là, dès le début. Une femme en région, une entreprise non subventionnée, non. Tu sais, je me suis fait dire, hey, t'es quand même un peu baveuse. Puis effectivement, je pense que je l'étais. Puis avec le film, j'ose encore parce que c'est complètement en dehors de ma zone de confort, puis même de mes compétences. C'est vraiment le plus grand défi pour moi d'écriture. Le temps et la marée n'attendent personne. C'est un proverbe anglais. C'est très évocateur parce que le temps, il s'écoule, on peut rien y faire. La marée, elle monte, elle descend, on peut rien y faire. Mais toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Toi, Marie-Ève, là, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, pendant que le temps, il s'écoule, puis pendant que la marée, elle s'amuse à monter puis à descendre, tu fais quoi, toi? Ben, enjoy the ride, là, tu sais, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que... j'ose. La ferme maricole Purmer, on est situé sur l'île Grosse-Boule, dans l'archipel de cette île. À cette île, il y a 7 îles, puis on est sur une des îles, la Grosse-Boule. Ce qui m'a charmé, c'était que je me disais, ben écoute, je vais développer le tourisme au niveau de la Grosse-Boule, puis écoute, on va voir s'il y a une demande ou pas. C'est un petit paradis, on peut pêcher, on peut relaxer, on peut aller marcher, on a l'apnée, écoute, on a des paddles, on a des kayaks, plein de petites choses à faire malgré qu'on est sur une île. Je me présente Sandra Blais de la ferme maricole Purmer, propriétaire avec mon conjoint André Gauthier. Puis mes 2 petites filles, ils sont vraiment imprégnées dans l'entreprise. Déjà, elles sont tout petites, 11 ans, 7 ans. Fait que, tu sais, je trouve ça beau. Je me dis, ben un jour, je vais léguer à ma fille, à mes petites filles, ce beau petit paradis-là, qui décideront ce qu'ils en feront avec eux autres plus tard, mais je serai plus là pour voir s'ils font quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Moi, j'étais dans la restauration, puis mon conjoint était menuisier. Fait que, tu sais, c'est complètement un autre domaine. Puis tout le monde disait, « Ah, vous vous lancez là-dedans. » Puis, tu sais, puis moi, j'avais toujours dit, je me lancerais pas dans le tourisme parce que, c'est 2-3 mois par année, le tourisme. C'est pas... Fait que je m'étais toujours dit, non. Ben, tu sais, Fontaine, je boirais pas de ton eau. Faut jamais dire ça. Tu sais, parce que je suis dans le tourisme aujourd'hui, puis j'adore ça. Premièrement, bienvenue à la ferme maricole Purmer. Ça a été avant 10 ans de temps. Puis un matin, après plusieurs années, je me suis réveillée, puis j'ai dit à mon conjoint et ma fille, j'ai dit, je veux vous parler d'un petit projet ce midi. Fait que j'ai dit, pourquoi qu'on n'achèterait pas Purmer, puis qu'on se lancerait pas en aquaculture, dans le tourisme, puis dans tout. Eux autres ont trouvé une idée un peu farfelue, mais j'ai dit, écoute, on va en faire un projet de retraite. Fait qu'à partir de là, on a décidé d'acheter, on s'est dit, la petite famille, OK, on se lance là-dedans. On a eu beaucoup de bad luck avec les bateaux les premières années qu'on est arrivé. Puis tout le monde disait, vous êtes donc bien pagloqués, tu sais. Là, je disais aux gens, écoute, on n'est pas assis dans notre divan. On est sur la mer.
Fait que veux pas, si on est sur la mer 7 jours sur 7, il arrive des choses. Fait qu'au début, il nous est arrivé plein d'affaires. Notre bateau qui a décroché, le taquet dans la mer a décroché. Une autre fois, le bateau encore, le taquet a lâché les braquettes. On se retrouvait avec les bateaux, mais on retrouvait toujours les bateaux. Fait que l'anecdote, c'est qu'on perd nos bateaux, mais on le retrouve. Quand on a acheté, écoute, c'était dans le nouveau de l'aquaculture qu'on voulait se lancer beaucoup plus, les moules, puis tout ça. Il y a eu un jour un gouvernement fédéral qui nous a demandé d'embarquer dans un projet pour faire pousser des algues. On a des algues sauvages en mer, mais il n'y avait pas d'algues d'élevage. On a embarqué dans le projet. Je fais beaucoup de recherches au niveau de l'alimentaire. Fait que, tu sais, je regarde beaucoup, là, j'ai des chips aux algues, des salades, des lasagnes. Fait que l'avenir aux algues, ça va être une belle alternative alimentaire parce qu'un jour, on va avoir besoin de tout manger des algues. Oser, oui, parce que c'était un gros projet, puis les défis me font pas peur. Tu sais, quand j'ai un défi à relever, je regarde pas vraiment le négatif. Je mets tout en positif, puis je me dis, ça va bien aller, on va régler le problème. Tu sais, je dis toujours ça, qui risque à rien n'a rien, puis si je sais pas, je saurais pas. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de monde, des fois, qui me voient, puis ah, Sandra, là, qui risque à rien n'a rien, puis tu sais, si elle l'essaye pas, elle le saura jamais. On s'est dit, on veut pas non plus se retrouver que, bon, à un moment donné, on vend ça. Il n'y aura jamais assez de place pour mettre tous les zéros que tu vas vouloir me donner sur ton chèque. C'est pas question de prix. Je voudrais faire quoi avec cet argent-là? Je voudrais me trouver un havre de paix. Puis le havre de paix, on l'a ici. Fait que, tu sais, je me dis, OK, avoir beaucoup de sous versus tout le travail qu'on fait. Je peux faire le travail qu'on fait avec ma petite famille, mes petits-enfants, ma famille, les amis, le tourisme. On fait découvrir à tous les touristes plein d'affaires intéressantes. Fait que je pense que ça vaut des millions, ça. J'ai fait pas mal de choses, moi, dans ma vie pour oser. J'ai pas peur de ça. J'ai fait du parachute, j'ai fait du parapente, du deltaplane. Fait que j'aime quand même les sensations fortes. Fait que oser, pour moi, non. J'ose pas mal tout dans ma vie. J'ai commencé à prendre des cours, ça fait juste 6 mois que je chante. OK. Donc, si je comprends bien, vous il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose, vous... Jamais trop tard. Ouais. J'ai tout le temps pris des cours toute ma vie de danse. Je suis une danseuse multidisciplinaire, fait que je sais toutes les danses, là, finalement. Je vais te dire, c'est là que je danse pas, OK? Ça va être moins compliqué. Je danse pas, dans le fond, la danse contemporaine et ainsi que le celtique. C'est tout. Tout le reste, on appelle Nancy. On appelle Nancy Pinky Nancy. Oui, j'ose beaucoup moins depuis que j'ai des enfants, là. OK. Mais j'osais beaucoup plus. Là, je fais un peu plus attention à cause des conséquences que ça peut avoir sur les gens autour de moi. Mais j'adore ça. Sinon, c'est plate, si on n'ose pas. C'est quoi votre définition de oser? Oser, c'est pour moi sortir de sa zone de confort, au risque même de se mettre légèrement en danger, quelque part. Mais je pense que si on n'ose pas être dans sa zone de confort, on ne grandit pas. Et puis, c'est là où on risque d'être juste un humain qui fait la même chose que les autres humains, la zone de confort. Donc, tant que tu oses, tu pousses les limites de ce que les humains peuvent faire, tu es en train peut-être d'avoir une existence qui a une plus valeur que de répéter quelque chose d'autre. Je viens de l'Ardenne, une région de la Belgique qui est à l'est de la Belgique, à la frontière avec l'Allemagne et le Luxembourg. Je suis arrivé ici en 2005. J'ai ramené des choses de Belgique de mes parents, parce qu'ils sont décédés. Donc, le bureau de mon père. Tu sais, mon bureau, c'est le bureau de mon père. Je l'ai fait revenir dans une caisse en bois. Mon père avait un magasin, il vendait des vêtements. Puis l'essentiel de son temps, en fait, c'était en forêt. Ça fait que moi, j'ai grandi comme ça là-dedans. D'ailleurs, toujours maintenant, on dort très souvent dehors, hein, quand il pleut pas. Mais autrement, on sort le matelas avec Catherine et on dort dehors. Je m'appelle Gérard Matin, je viens d'Ardennes en Belgique. Je suis paysan et surtout pas entrepreneur. L'autosuffisance, c'était pas un objectif en tant que tel. Pour nous, ça a toujours été comme une manière de vivre normale. Faire ses commissions, ses courses au grand magasin, tout ça, pour nous, c'était juste comme... Ça n'avait pas de sens de ne pas savoir d'où venait ce qu'on mangeait, ou même comment c'était fait, ou rien comprendre aux ingrédients sur les listes de produits. Donc, on s'est dit, nous, on préférait produire nos choses. Nous, on plante les oignons, tu sais, de la graine, mais je veux dire, ça prend un temps fou de faire un oignon, et quand tu consommes un oignon que tu as fait pousser comme ça, tu comprends la valeur de la chose, et tu l'apprécies plus que d'acheter une poche à 4 piastres. Et ça, on aimait ça aussi, comprendre la valeur des choses et savoir le faire et transmettre cette connaissance-là aux enfants.
pour qu'ils sachent être autonomes. On devrait avoir des cours de jardinage. Ça, c'est des choses qu'on ne t'apprend pas à faire. Et ça, c'est vraiment une erreur parce que sans nourriture, qu'est-ce que tu es? Rien. On a trouvé l'eau qu'on aimait ici à Douglastown, près de Gaspé. On a acheté la forêt, tu sais, le lot, et on a bâti tout. Ça a été un peu compliqué, pas chaotique, hein, mais compliqué. Il fallait bien s'organiser. Mais ça a été, hein. Tu sais, les enfants, on leur a dit que c'était comme quelque chose de normal, et eux, ils ont toujours considéré ça comme pas compliqué. D'ailleurs, ils ont de super beaux souvenirs. Sans je leur racontais une histoire, là, je leur ai fait tout 20 000 lieues sous les mers, je me rappelle. Jusqu'à ce que moi-même, je m'endorme, quasiment, en le lisant. Donc, on a fait la maison, en premier, bien entendu. Et puis, on a habité dedans, pas fini pendant quelques années aussi, hein, parce que je dis, on a habité dedans en 2010, mais je crois qu'elle a été vraiment complètement finie en 2019. Il y a toujours des choses à faire et tu t'habitues à ce qu'elles ne soient pas finies, dans le fond. Ça, c'est le piège. On a aussi construit les tables pour avoir les animaux, pour nous, l'atelier pour le travail, dans lequel on a aussi aménagé un gîte, des petites serres pour le potager, aménager le potager, un fumoir, un four à pain. On a une vache laitière, donc on traite la vache, forcément le lait, le beurre, la crème, le yaourt, le fromage frais, toutes sortes de fromages, hein, du camembert, du chaours, des tomes, des croûtes lavées, du fromage italien, de la mozzarella, de la filante, des choses comme ça. On a une vache, ça donne plusieurs tonnes de lait à l'année, une vache, donc faut savoir s'en servir aussi. C'est pas juste avoir une vache et utiliser de lait, jeter le reste. On en profite plus que de le créer. On découvre les choses. Gaspésie Sauvage, c'est notre compagnie. On récolte des produits forestiers en quantité toujours raisonnable parce que l'idée, c'est de vivre de ça. Donc, on ne veut pas exploiter la forêt, on veut l'utiliser le plus intelligemment possible. Et on essaye de sensibiliser aussi les cueilleurs à ça, et c'est pas toujours facile. Il faut quand même prendre conscience de la fragilité des choses. Ici, on peut avoir l'air d'être dans l'abondance, mais tout est fragile. Donc il y a des choses qu'on ne va pas récolter non plus, parce que c'est trop fragile. Et puis aussi, on explique aux gens comment le faire pour que ça reste. Tu prends ce dont tu as besoin, et puis that's it. Cellulaire. En fait, j'en ai pas. Tu vois? Et puis on me regarde maintenant, me dire, t'en as pas, tu sais, comme si j'étais... tu sais, quoi? Tu sais, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est un téléphone, quoi. Et tu perds le moment que tu vis, dans le fond. Il y a un téléphone ici, on est sur les réseaux sociaux, et encore, quand je dis on est dessus, on a des pages, de là à ce que je mette des choses, il faudrait que je m'y mette plus, quoi. Mais en fait, l'année passée, un visiteur a demandé si on trayait le taureau. Tu vois, tu peux croire ça? Tu sais, ça a l'air énorme, ce que je dis, mais c'est pourtant, ça a été dit, quoi. Tu vois? Tu te dis, non, puisque c'est un taureau. La coupure avec la nature est vraiment énorme. On dit toujours, on détruit la nature. Non, hein, on ne détruit pas la nature, nous on fait partie de la nature. On se détruit. On scie la branche sur laquelle on est assis et on va tomber avec. Ça, visiblement, ça n'a pas encore fait son chemin. Ça, c'est que je dois aller vérifier mon fromage, mais je sais rien. Oui, c'est cool d'aller se ressourcer en nature, mais après quoi, tu retournes dans ta vie habituelle? Pour moi, c'est pas ça la vie. La vie, c'est être le plus proche possible de la terre, et le fait de faire pousser tes légumes, etc. C'est une connexion que tu as avec la terre, fait que ça modifie petit à petit ton comportement et ta vision de la vie. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu es heureux comme ça, vis comme ça, mais on voit quand même de plus en plus de gens insatisfaits, non? C'est quand même pas moi qui rêve, ça. Donc, les gens qui viennent dans le gîte et tout ça, quand ils viennent ici, ils le disent, quoi. Ça, c'est tellement cool et tout ça. Mais alors, tu sais, faites-le, mais en même temps, t'es repris, ton travail, tes habitudes. Peut-être qu'ils osent pas. Un truc que je dis souvent aux gens, c'est ça. Il faut arrêter de trop penser, parce que si tu penses trop, tu ne le fais plus, parce que tu n'oses plus. Tu vas prendre en compte ça. Et puis au final, tu vas regarder, tu vas dire « Ah non, je ne vais pas le faire ». Si tu réfléchis trop, tu fais rien. Et tu vas passer ta vie à le regretter. Je pense que c'est ça, quoi, que les gens... faites-le. C'est sûr qu'il faut à un moment oser dire « Ok, je fais autre chose ».